Très bien. Good morning, everybody. Bonjour à tous au Canada et en dehors. Je suis Cheikh Tidiane Bangura, président du groupe de réflexion sur l'Afrique du Conseil international du Canada. Et c'est tout un plaisir pour moi de vous souhaiter la bienvenue à notre nouvelle session virtuelle qui porte aujourd'hui sur les enjeux du COVID et du post-COVID en Afrique. I would like to acknowledge that the Africa Study Group is hosting this meeting from the traditional, unceded, and unsurrendered Algonquin and Anishinaabe territory. Je tiens à souligner que le groupe de réflexion sur l'Afrique tient cette session virtuelle à partir du territoire traditionnel non cédé du peuple Anishinaabe Algonquin. This session is bilingual and simultaneous interpreted. Please select your language of choice from the globe symbol at the bottom of the screen. I would like to seize this opportunity to thank in anticipation the Association of Black Conference Interpreters of Canada for offering us free interpretation for 45 minutes for this session. You can send your question by writing in the chat box so our moderator can pass them to the panelists. Cette session est dirigée par le professeur Yagadissin Teddy Semi, directeur de la Norman Paterson School of International Affairs à l'Université Carleton. Sans trop tarder, je vais passer la parole à notre modérateur. Et je tiens à insister d'abord pour vous présenter peut-être le professeur Teddy qui n'est plus à présenter en fait. Mais je voudrais insister néanmoins sur le fait que ses intérêts de recherche recoupent les grands domaines de l'économie internationale et de l'économie du développement. Ces recherches actuelles portent sur la mobilisation des ressources nationales, les États fragiles, l'aide étrangère et les inégalités du revenu, avec une attention particulière sur l'Afrique subsaharienne. Teddy, je vous laisse la parole. Merci, Cheikh. Bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire sur les enjeux du COVID et du post-COVID en Afrique, notamment en Afrique du Sud et Afrique de l'Ouest. Welcome to this webinar on the challenges of COVID and post-COVID in Africa, in particular South Africa and West Africa. As we announced when we advertised this event, several reports have put the number of cases of COVID-19 in Africa at a fairly low number. I think some of the latest figures that I've seen are around 8.7 million so far. For a population of 1.4 billion, one may think that these numbers are relatively low, and perhaps they are too good to be true. It is actually quite difficult to know for sure whether these numbers, whether in terms of reported cases or fatalities, can be trusted. In addition to this, there are challenges of weak health systems, challenges related to the rollout of vaccines, which have attracted a lot of attention. A recent report by the WHO, for example, indicated that only 1 in 7 COVID-19 infections is being detected in Africa, so at about 14–15%. So these are some of the challenges that we want to address today. So I'm delighted that we are joined by 3 eminent panelists who will talk about very specific issues. But because 2 of them have to leave a little bit earlier, we will start with the 2 panelists who will stay until 11, and then we will have our 3rd panelist come in as of 11. So the first 2 panelists will each speak for about 15 minutes, and then we'll have a Q&A, and then we will go to the 3rd panelist for his presentation, and then we will have a Q&A. So our first 2 panelists today are Dr. Gilles Yaby and Mrs. Denise Beans.
Dr. Gilles Yabi is the founder and president of WATI, a West African citizen think tank, whose name connotes both the West African citizen think tank and the time concept WATI in several West African languages. Sorry, WATI in West African languages is a public platform for generating and exchanging ideas, knowledge, and proposals for action to achieve transformation in West African societies. Gilles Yabi holds a PhD in development economics from the University of Clermont-Ferrand in France, and was also a journalist for Jeune Afrique in Paris before moving to Dakar, Senegal. In the past 15 years, he has been a regular contributor to various international media outlets such as TV5 and Le Monde. And then we have Denise Bien, who's currently the executive director of Oxfam Quebec. She joined the Oxfam Quebec team in 2011 as senior director of international programs. A seasoned manager, she has more than 25 years of experience in international development. Her various mandates have led her to manage organizations and programs both in Canada and in the field in several countries in Africa, the Caribbean, Latin America, and Asia. So without further ado, I'm going to turn it over to Dr. Gilles Yabi, who will speak for about 15 minutes and then followed by Denise Biens for another 15 minutes. So over to you, Gilles. Thank you very much, Sami, and it's a great pleasure to be part of this discussion. I will be speaking in French, given that we have translation. Merci beaucoup, merci pour l'invitation, merci au Conseil canadien pour cette opportunité d'échanger sur COVID et post-COVID et les défis qui se posent en particulier aux pays africains et à la partie ouest africaine plus spécifiquement. Je crois qu'un des intervenants parlera de l'Afrique du Sud et donc je vais surtout parler de la région sur laquelle je travaille et sur laquelle on travaille au niveau de WATI, le think tank citoyen ouest africain que j'anime. C'est donc l'Afrique de l'Ouest. On n'a pas beaucoup de temps, donc je vais essayer voilà, quand même de partager un certain nombre d'idées pas en beaucoup de temps, mais essayer à nouveau de passer les messages qui nous semblent être les plus importants. Peut-être commencer par dire qu'au moment où la crise sanitaire a commencé en Afrique de l'Ouest, et je me rappelle bien au Sénégal, les premiers cas venaient d'apparaître au moment où nous publions à WATI un document sur les systèmes de santé en Afrique de l'Ouest. Et évidemment, lorsque nous avions décidé de travailler sur les systèmes de santé en Afrique de l'Ouest, nous étions loin de nous imaginer qu'il y aurait une crise sanitaire qui viendrait assez rapidement et qui aurait un tel impact partout dans le monde. Mais il se trouve qu'au moment où nous publions ce rapport en février, c'était vraiment le moment où la crise sanitaire commençait à l'échelle mondiale et le moment où on craignait évidemment que cela ne touche de manière massive le continent africain. Et évidemment, tout le monde se rappelle des déclarations de l'OMS à l'époque et d'autres acteurs également internationaux qui craignaient l'hécatombe en Afrique, le fait que l'Afrique serait potentiellement massivement touchée par la pandémie de COVID-19, qui aurait un bilan humain monstrueux, et donc vraiment cette idée qu'on était en danger. Et c'est vrai que beaucoup d'Africains ont assez mal pris cette déclaration sur l'hécatombe à venir en Afrique et se sont réjouis assez rapidement de voir qu'au fond, il y avait bien sûr un bilan humain important en Afrique, mais il était loin d'être aussi catastrophique qu'on pouvait le craindre au début de la pandémie. Et je pense que cette posture au départ, elle était fondée au moins sur deux facteurs. Le premier étant le fait que dans les pays qui disposent de systèmes de santé robustes, qui sont très équipés, qui ont des ressources humaines en santé beaucoup plus importantes que les pays africains, on avait une situation critique dans beaucoup de ces pays, en Europe notamment. Et donc, on pouvait légitimement penser que le même virus, lorsqu'il atterrirait en Afrique, il serait beaucoup plus dévastateur compte tenu de la faiblesse des systèmes de santé en place.
Le deuxième facteur, je crois, qui expliquait cette perception du risque très élevée en Afrique, c'était justement la faiblesse des systèmes de santé. La faiblesse des systèmes de santé, ça veut dire le niveau de ressources humaines, médecins, infirmiers, personnel soignant disponible. Je n'ai pas le temps de revenir sur les statistiques, mais c'est très clair que lorsqu'on regarde les statistiques sur le personnel de santé, par exemple, à l'échelle mondiale, on se rend compte que les pays africains, en particulier en Afrique de l'Ouest et du Centre, ont les ratios les plus faibles en termes de couverture médicale, de couverture par leur territoire de personnel de santé. Et ça, ce n'est qu'un indicateur. Évidemment, on peut parler aussi des équipements, des fameux respirateurs artificiels, par exemple, dans le cas de COVID. Il y a des pays qui en avaient à peine une dizaine sur l'ensemble du territoire. Donc, il y avait de bonnes raisons, d'une certaine manière, d'être inquiet. Et je crois qu'on ne peut pas penser, disons, que cette crainte d'une hécatombe n'était pas justifiée. Mais dans la réalité, c'est vrai, on n'a pas eu le bilan humain catastrophique dans la plupart des régions du continent. Je crois que le cas de l'Afrique du Sud et d'un certain nombre de pays en Afrique du Nord est quand même assez différent de celui de la plupart des pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Il y a eu, bien sûr, à nouveau des vies humaines perdues, mais même si les chiffres officiels, je crois que cela a été souligné tout à l'heure par Samy, ne sont sans doute pas fiables, on l'aurait remarqué s'il y avait une hécatombe. On l'aurait remarqué, on le voit lorsque les hôpitaux sont débordés, on le voit lorsque on a énormément de victimes. Donc, il est très clair que les statistiques et la réalité tout de même du bilan humain en Afrique de l'Ouest et du Centre, elle n'a pas été, disons, aussi catastrophique qu'on pouvait le penser et qu'on a pu le voir en Afrique du Sud, par exemple. Alors, ce qui me semblait être important, c'était de mentionner le fait que ce rapport que nous avions produit sur les systèmes de santé, pour nous, c'était aussi un moyen de dire, après Covid ou pendant Covid, qu'il ne fallait pas se détourner des questions les plus importantes. C'est-à-dire que nous avions affaire à une pandémie mondiale, nous avions affaire à un risque majeur pour tous nos pays, mais évidemment, les conditions dans lesquelles on aborde une crise dépendent beaucoup de ce qui est déjà en place. Ça dépend des ressources, ça dépend des équipements, ça dépend du personnel de santé, ça dépend du financement de la santé, ça dépend de l'existence de politiques de prévention. Et pour nous, le message, il reste le même aujourd'hui, avec ou sans COVID, avant et après COVID. Nous avons besoin de réformer les systèmes de santé en Afrique en ayant au cœur les questions essentielles qui sont les mêmes finalement partout. L'accent sur la prévention pour éviter d'avoir des maladies, l'accent sur le financement, un financement beaucoup plus important et un financement public important de la santé, avec une vision de réduction de la dépendance au financement extérieur, l'accent sur les ressources humaines en santé, que ce soit COVID ou n'importe quel autre virus qui arriverait, on a besoin de personnel de santé. L'accent sur la recherche scientifique et, dans ce cas, la coopération régionale, parce que les pays individuellement n'ont pas la capacité de développer vraiment de la recherche, ce qui est extrêmement coûteuse. Mais il faut absolument, et je crois que la crise a fait prendre conscience de cette nécessité au niveau africain, tout de même sur des questions extrêmement stratégiques, la santé de nos populations, la recherche scientifique qui permet d'avoir des médicaments et des vaccins. Il est important d'avoir une approche qui soit une approche aussi d'intégration africaine, qui se concentre sur ces questions stratégiques. Et sur cette question, je crois que l'Union africaine, malgré toutes ses insuffisances, a joué un rôle important pour porter ce message de la nécessité de réinvestir dans la recherche, de remettre l'accent sur la production locale dans le domaine médical et également dans tous les autres domaines. L'autre élément sur lequel je voulais peut-être insister, au-delà du secteur de la santé, c'est l'éducation. Évidemment, face à un virus comme le virus de COVID-19, que ce soit les gestes barrières ou que ce soit la lutte contre les fake news, les fausses informations, qui sont également un danger, l'éducation est extrêmement importante. Si vous avez des populations qui n'ont pas reçu les savoirs qui leur permettent de savoir ce qu'est un virus, comment il se transmet, de savoir pourquoi il faut se laver les mains et de pouvoir aussi interpréter les messages que ces populations reçoivent sur leur téléphone portable à travers les réseaux sociaux, des messages qui peuvent être des messages de désinformation, et on l'a beaucoup vu avec COVID-19.
évidemment, vous allez avoir beaucoup plus de problèmes. Donc, la question de la centralité et du caractère structurant de l'éducation me semble être absolument fondamentale. Et au-delà de l'éducation, c'est surtout le fait que toutes ces questions, qu'il s'agisse de questions de santé, de questions d'éducation, de questions économiques et politiques, toutes ces questions sont liées et on doit travailler à renforcer les systèmes et pas simplement à renforcer la capacité de riposte à une crise au moment où elle survient. Les autres messages qu'on porte beaucoup au niveau du think tank que j'anime, Wati, c'est les leçons à tirer de la crise sanitaire. Au fond, la crise sanitaire, elle a été gérée plus ou moins correctement par les différents États. On l'a vu à l'échelle mondiale que finalement, partout, c'est très difficile de réagir. Ça a été très difficile de réagir, même dans les pays qui ont des moyens beaucoup plus importants. Donc, mais je crois quand même qu'il y a des leçons à tirer de cette crise sanitaire sur beaucoup de plans. Nous avons engagé une série de publications sur les leçons à tirer de la crise sanitaire sur le plan de l'économie, sur le plan de la gouvernance politique, sur le plan de l'éducation et sur le plan de l'intégration africaine. Nous avons déjà publié le document sur les leçons pour les économies ouest-africaines. Nous allons publier dans quelques jours le document sur les leçons pour la gouvernance politique et dans quelques semaines, les deux autres documents sur les deux autres aspects. Je voudrais quand même dire quelques mots des leçons pour les économies. Je crois que le message clé qui est ressorti en Afrique, mais comme en fait partout ailleurs, c'est l'importance de la production locale. Et en Afrique, de manière beaucoup plus flagrante, nous avons besoin de nous concentrer sur la transformation des ressources du continent, de manière à créer d'abord de l'emploi. On en a besoin pour les jeunes de la région, on en aura encore plus besoin compte tenu de la cadence démographique du continent. Nous avons besoin aussi de production, simplement pour ne pas être extrêmement dépendant lorsque survient une crise comme la crise sanitaire. Il est absolument essentiel d'avoir sur ces questions de production locale un regard nouveau et d'avoir un réinvestissement, y compris sur les questions d'industrialisation. On parle très peu d'industrialisation, il est important qu'on se refocalise là-dessus compte tenu des besoins de la région. L'économie informelle est l'économie dominante sur le continent et il est aussi très clair que la valorisation et la transformation de cette économie informelle doit être un axe majeur aujourd'hui pour les gouvernements africains. On ne peut pas réagir aux crises par des mesures comme celles qu'on a vues en Occident. On ne peut pas avoir d'impact sur la réalité de l'économie lorsque l'économie est informelle parce que les outils qu'on utilise de politique économique ne vont simplement toucher le secteur privé moderne qui en fait représente 5 à 10% dans la plupart des économies ouest-africaines. Donc la question de l'économie informelle qui est la vraie économie, qui est l'économie populaire, il faut avoir un regard nouveau là-dessus et c'est l'un des messages clés également de notre document. Quelques mots sur la gouvernance politique. Nous allons publier le document dans quelques jours, la semaine prochaine, et ça me semblait très important aussi de tirer des leçons de cette crise sur la question de la démocratie. Qu'est-ce qu'on entend aujourd'hui par démocratie? Comment est-ce qu'on crée davantage de collégialité dans la formulation des politiques publiques? Et pour ça, je crois que des exemples qu'on a vus partout dans le monde, que ce soit en Allemagne ou en Corée, on a vu la capacité des gouvernements des États à s'entourer de conseils scientifiques, mais aussi écouter la société, écouter les jeunes qui produisent des innovations technologiques, par exemple, qui ont joué un rôle clé pour tracer les contacts de COVID-19. Je crois qu'il faut qu'on en tire des leçons sur l'écoute des gouvernants et qu'on en tire des leçons pour des réformes institutionnelles et politiques qui vont permettre de changer le contenu de la démocratie et d'y mettre davantage le rapport entre les gouvernants et les gouvernés et le rapport de confiance qui, dans beaucoup de pays du continent, est très friable entre justement ceux qui gouvernent et les populations. S'il n'y a pas de confiance, on ne peut pas réagir de manière efficace à des crises, qu'elles soient sanitaires ou qu'elles soient sécuritaires ou quelles qu'elles soient. Donc, le retour de la confiance dans le champ politique, il est extrêmement important et nous avons formulé un certain nombre de recommandations spécifiques pour réellement tirer des leçons à long terme de cet épisode de la crise sanitaire. Et comme on n'a pas beaucoup de temps, je crois que je suis à peu près presque à 15 minutes, je vais peut-être terminer simplement en disant que
Pour nous, il est important à nouveau de ne pas se laisser totalement distraire par les crises, d'être focalisé sur les questions structurantes qui renforcent les sociétés ouest-africaines, qui renforcent le continent. Ça veut dire à nouveau l'éducation, revoir totalement les systèmes éducatifs, les rendre beaucoup plus souples, beaucoup plus flexibles, beaucoup plus créatifs, être extrêmement pragmatique parce qu'on a très peu de ressources. Donc, il faut qu'on puisse faire de grandes choses, mais avec des ressources extrêmement limitées. Et ça, c'est un défi très important pour l'intelligence collective africaine. Et le message peut-être pour les acteurs et les partenaires internationaux, c'est aussi celui-là. C'est de savoir que nous avons besoin de travailler sur nos structures, sur nos systèmes, et que nous ne pouvons pas être, disons, distraits et toujours par des questions de court terme et par des projets de court terme. Nous avons besoin d'espaces de réflexion et d'action collective pour créer un avenir beaucoup plus serein pour les populations à venir. Et je vais m'arrêter là en vous remerciant de votre attention. Merci beaucoup, Dr. Yabi. Vous avez soulevé plusieurs points importants et entre autres j'ai noté deux, selon moi, que je suis sûr les participants vont probablement réagir plus tard, notamment l'emphase sur les systèmes, d'être pas seulement dans un mode de réaction, mais aussi de prévention, j'imagine. Donc, anticiper peut-être d'autres crises à venir. Et le deuxième point, je pense, c'est aussi de penser un peu plus large que simplement la santé, c'est-à-dire de regarder plus l'éducation, l'économie, l'industrialisation, la gouvernance aussi. Donc, je pense que c'est deux points importants que j'ai retenus de votre présentation. Je vais maintenant passer la parole à Mme Denise Beers pour sa présentation. À vous, Denise. Oui, bonjour, merci à tout le monde, merci d'être là et puis merci M. Yabi aussi. Je pense qu'on peut être d'accord, on ne peut qu'être d'accord avec plusieurs de vos propos parce que pour Oxfam, bien que nous sommes présents quand il y a des crises humanitaires ou sanitaires pour répondre aux besoins immédiats, nous croyons fermement qu'il faut travailler sur les problèmes structurants et structurels qui font que les milieux ne sont pas prêts à répondre eux-mêmes à leur propre situation de crise. Donc, vraiment, vous avez fait vraiment des points très importants. Et d'ailleurs, je vais faire du pouce un peu dans ce dont je vais parler. Je vais parler de ce qu'on appelle un peu partout maintenant un apartheid vaccinal, c'est l'inéquité vaccinale. Parce que vous avez évoqué le fait que oui, il y avait raison d'avoir peur, ça ne s'est pas avéré. Mais si ça s'était arrivé, qu'est-ce qui serait arrivé dans un contexte où, comme vous l'avez bien souligné, il n'y a pas de production locale, il n'y a pas de distribution massive, il n'y a pas de partage de brevets ou de recettes et d'investissement dans la production locale. Ce sont tous des éléments fondamentaux. Donc, pour tirer le leçon, il faut voir comment ça s'est passé. Donc, depuis le début de cette pandémie, tous les acteurs, que ce soit l'OMS, les santé publiques nationales, l'Alliance en faveur d'un vaccin universel, ont signalé l'alarme qu'une pandémie mondiale, ça prend une réaction et une stratégie mondiale. Ça ne peut pas être une stratégie focusée juste sur une partie de la population parce que le virus n'a pas de frontières, on le sait très bien. Mais malheureusement, même si les dirigeants politiques au début ont fait de grands énoncés sur l'importance d'avoir des technologies et des vaccins qui seraient des biens publics, force est de constater que ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées. Et toute la stratégie de partage de vaccins ou de charité vaccinale témoigne encore vraiment des attitudes et des façons de faire coloniales qui persistent dans les relations Nord-Sud. Et ça, il faut qu'on le regarde de près, puis que, comme dit M. Yabi, pour la prochaine fois, qu'on soit prêt autrement. Donc, au mois d'octobre, Oxfam a sorti un rapport qui révélait sur les 1,8 milliard de doses de vaccins qui avaient été promis par les pays riches aux autres pays, seulement 14% avaient été livrés, ou une dose sur 7. Et même là, c'était concentré plus dans les pays à moyen revenu, si on veut dire, comme l'Inde ou le Brésil. Et les sociétés pharmaceutiques occidentales, eux, ont fourni que 12% des doses qu'ils avaient allouées à COVAX. COVAX étant le truc créé pour pouvoir redistribuer les vaccins de façon plus équitable. Mais à 12% de vaccins, COVAX était vraiment voué à l'échec dès le départ.
parce que non seulement on ne leur a pas donné les vaccins, mais en plus, la production était contrôlée et COVAX ne pouvait pas se procurer les vaccins malgré les fonds qui étaient injectés, ils ne pouvaient pas en acheter. Donc, ça, c'était un problème fondamental. Les pays du G7 de l'Union européenne se sont accaparés la part du lion des vaccins. Et la production étant contrôlée dans les mains de quelques compagnies, bien, elles n'étaient tout simplement pas disponibles. Et je peux donner l'exemple du Canada qui s'est procuré assez de vaccins pour vacciner 5 fois toute la population. Ça n'a aucun sens. Donc, mais actuellement, les compagnies pharmaceutiques, malgré la pression mondiale, malgré la situation qui sévit dans quelques pays comme l'Inde qui ont vécu une crise majeure, l'Afrique du Sud qui a vécu une grande crise, l'Afrique du Nord, M. Dabi l'a souligné, les compagnies persistent à ne pas vouloir partager les recettes, la technologie et de lever les brevets. Et ils prétendent souvent des questions de récupérer leurs investissements dans la recherche et développement, le danger de partager des recettes avec des pays qui n'auraient apparemment pas l'expertise ni la capacité de produire des vaccins de façon sécuritaire. Mais ces arguments ne tiennent plus la route aujourd'hui. Si on parle de récupérer les investissements, les 3 compagnies majeures, Pfizer, BioNTech, Moderna, ont reçu plus de 8 milliards de fonds publics pour développer leurs vaccins. Et à ce titre, ces vaccins devaient justement être des biens publics. Ce ne sont pas juste leurs fonds, la majorité des fonds sont venus des fonds publics. Mais ça, on n'en parle pas trop. La question de la production décentralisée dans les pays africains, par exemple, c'est un autre mythe qu'on véhicule souvent, qu'il n'y a pas la connaissance, il n'y a pas l'expérience. Mais c'est surtout qu'il n'y a pas l'investissement. Mais je pense aussi, on se rejoint avec M. Yabi là-dessus. Les investissements, si elles sont faites, on va développer cette capacité. Et on a appris des autres pandémies qu'on a vues en Afrique de l'Ouest ou au Congo, par exemple, l'Ebola et autres. On parle après coup, mais on n'investit pas dans le secteur de la santé de façon importante. Et on ne va pas chercher les recettes aussi de taxation nécessaires pour investir là-dedans un peu partout. Donc, on a des exemples concrets en ce moment pour déboulonner ce mythe-là parce que l'Inde vient de se faire approuver son vaccin qu'ils ont développé en Inde avec la technologie. Ils ont une capacité de production de technologie en Inde qui est assez impressionnante. Et c'est approuvé leur vaccin. Donc, ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de capacité ni de connaissances. Et le hub RNN en Afrique du Sud se développe rapidement. Il a besoin de plus d'investissement, mais il serait prêt à commencer à préparer une production locale. Mais actuellement, la technologie n'est pas partagée. On a appris cette semaine que Pfizer a accepté de partager la technologie de son traitement antiviral, mais garde encore jalousement la question des recettes pour les vaccins. Et ça, c'est vraiment une question de profit. Parce qu'on vient de sortir un rapport cette semaine qui dénonce que les 3 compagnies Pfizer, Moderna et BioNTech, actuellement, ils font des profits de 1 000 $ par seconde. C'est par seconde, on parle. C'est 93 millions par jour qu'ils font de profit. C'est vraiment ahurissant de penser qu'on ne peut pas partager aujourd'hui ces technologies pour des gens en Afrique du Sud, en Ouganda, au Brésil aussi. Ce n'est pas l'Afrique, mais c'est durement touché par la COVID. Donc, ces arguments ne tiennent plus. On a aussi certains pays comme la Grande-Bretagne et l'Allemagne qui refusent catégoriquement à l'OMC de voter en faveur de la motion d'une centaine de pays pour partager ces technologies puis lever les brevets. Et malgré qu'on a aussi un précédent par rapport à ça, parce qu'on dit que ce n'est pas possible, bon, etc., etc. Mais quand il y a eu la crise du sida dans les années 80-90, les antirétroviraux étaient à un prix que les gens ne pouvaient pas se payer en Afrique du Sud, un des pays les plus touchés. C'était très, très, très cher. Et il y a eu une pression forte internationale qui a mené à ce que les compagnies pharmaceutiques libèrent les recettes et que l'Afrique du Sud puisse produire en masse, à des coûts acceptables, des versions génériques du médicament. Et ils ont été rendus accessibles aux gens qui en avaient le plus besoin. Donc, on a un précédent. On peut s'appuyer sur ce précédent-là puis dire, il est bien temps, il est plus que temps. Ça fait presque 2 ans qu'on est dans cette discussion qui tourne en rond et qui n'avance pas. Puis, pour ma part, le Canada me fait honte parce qu'on est assis sur une clôture. On ne dit pas oui, on ne dit pas non, on dit qu'on va aider à négocier, mais on ne dit pas clairement qu'on est pour. Et avec la politique féministe qu'on a puis les valeurs qu'on prône à l'international, il y a un non-sens là-dedans qui ne tient plus la route. Si je regarde un peu comment cette inéquité vaccinale se
déploient sur le terrain. Je vais donner quelques exemples concrets. Donc, l'Ouganda, c'est un pays qui est de plus en plus touché, puis il y a eu des vagues importantes. Mais comme l'a souligné mon collègue M. Yabi, il y a un manque de ressources, juste en termes de ressources humaines en santé, qui est terrible, et un manque d'investissement dans le système de santé. Même si l'Ouganda, c'est peut-être mieux que certains pays comme le Burkina Faso en Afrique de l'Ouest, mais reste qu'il manque du monde. Et juste au mois de juin, l'Ouganda a perdu 50 médecins et infirmières pour cause de COVID, or qu'il n'en avait déjà pas assez. Mais la population, il y a 2 de la population en Ouganda qui a un vaccin. Donc, l'impact est majeur. Puis l'autre place qu'on voit un impact très important, c'est au niveau des femmes et des filles dans les pays touchés. Parce que les femmes et les filles sont les premières à abandonner leurs activités économiques et l'école pour soigner les gens, s'occuper des personnes malades, les personnes âgées, les enfants. Quand il y a un lockdown aussi, et M. Yami l'a souligné, on est dans un secteur d'économie informelle avec les femmes à 90 %. Donc, leurs économies, leur petite activité économique tombe. Et donc, leur situation économique recule. On a vu une recrudescence de la violence beaucoup avec le lockdown et l'effet que les femmes sortaient moins. Et une étude qu'on a menée dans le nord du Burkina Faso avec des partenaires a démontré que quand les écoles ont réouvert après la fermeture d'une certaine, à peu près 2 mois, les filles du secondaire ne sont pas revenues à l'école en grand nombre. Et en creusant les raisons, on a trouvé que justement la question de perte de revenus des familles, on prend les filles pour les mettre au travail. Il y a eu beaucoup de grossesses précoces dues au confinement puis le manque d'activités pour sortir. Et il y a eu aussi beaucoup de mariages précoces de familles qui n'avaient plus assez de revenus pour subvenir aux besoins de tout le monde. Donc, on mariait nos filles à 12-13 ans pour subvenir à nos besoins finalement. Donc, on revient à les questions d'investir dans les systèmes de santé, l'éducation, et de comprendre quand on met des mesures aussi en place qu'elles doivent être adaptées au contexte. On ne peut pas mettre les mêmes mesures dans un pays où les gens vivent de l'informel à ce qu'on fait dans un pays ou une place comme le Québec où on a pu faire un lockdown puis tout le monde a un ordinateur puis tout le monde travaille de chez lui. C'est pas la même dynamique du tout. Donc, les lockdowns n'ont pas vraiment marché pour cette raison-là aussi. Hein. Donc, s'il y avait eu le virus qui allait se propager, on aurait été dans une situation vraiment difficile. Donc, aujourd'hui, moi, je ne veux pas aller trop dans les chiffres, mais il y a des chiffres afférents. Les compagnies comme Pfizer et Moderna avaient promis aussi de vendre une grande portion de vaccins dans le Sud ou dans les pays à faibles et moyens revenus. À ce jour, ils ont vendu pour 0,2 % pour Moderna, puis 1 % pour Pfizer. Donc, on voit qu'en plus de ce qu'ils n'ont pas donné à COVAX. Donc, la situation actuelle, elle ne peut pas perdurer ni dans la crise sanitaire actuelle ni dans un autre qui pourrait arriver parce qu'on sait que nous allons en avoir encore. Donc, moi, je rejoins un peu les demandes de la Coalition pour un vaccin universel. C'est que l'OMS va avoir lieu sur la réunion est dans quelques semaines. Il faut que les pays comme l'Angleterre, l'Allemagne, le Canada changent leur position et arrêtent cette position immorale, en fait, face à une situation qui est grave où les gens perdent leur vie. Ils doivent exiger des pharmaceutiques de changer aussi, de lever leurs brevets. Il faut investir dans les centres de fabrication décentralisés, M. Yabi l'a dit aussi, dans les pays en développement pour remplacer la situation actuelle de monopole, de pénurie d'accès et d'incapacité de produire proche des gens. Les distributions centralisées quelque part dans le Nord, ce n'est pas la solution. Puis ultimement, c'est que la charité n'est pas la solution. Je l'ai dit en début, mais ça, c'est le problème fondamental. C'est bon de donner des vaccins, mais la charité ne va pas régler le problème. Seule une production massive de doses permettra de vacciner la majorité de la population mondiale qui reste toujours sans accès. Donc, je pense que les enjeux sont là. L'OMS dit qu'on doit... Puis, même si dans un pays X, il n'y a pas une crise de COVID, c'est la question du droit à l'accès qui est fondamentale. Est-ce que j'ai le droit de décider je veux un vaccin ou non, ou je n'ai même pas le droit parce que la décision est prise pour moi? Et c'est là le nœud du problème. C'est un droit à la santé et il faut avoir le moyen d'assurer ce droit à tout le monde. Donc, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Mme Beals. Vous avez aussi soulevé quelques points vraiment très importants aussi. Je crois notamment le rôle des compagnies pharmaceutiques et aussi
les pays donateurs, les pays riches comme le Canada. Et je crois que ce sont des réflexions qui méritent peut-être d'être distribuées plus largement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens, surtout je trouve personnellement qu'au Canada, les gens ne se rendent pas compte en fait à quel point ce système-là est inéquitable. Donc, j'espère que les gens vont porter attention à votre rapport et notamment aux autres études que vous avez fait et que vous avez citées aussi. Donc, je vais maintenant ouvrir pour la période de questions. I don't know if people have questions, but maybe I'll start since I don't see anyone yet and I'll let others ask their questions. Dr. Yabi raised an important point about resources, and I think that's something that's worth thinking about. So I guess the question is, on the one hand, I think both Dr. Yabi and Madame Biens raised that question in different ways. What is the role of other countries like Canada, Western countries? And of course, the issue becomes, in a post-COVID, I don't know if we should even use the term post-COVID yet, but let's assume, in the next few years, my concern is that there may not be an appetite for larger or higher expenditure on things like health, etc. So the concern I have is what are countries like Canada and others going to do and how they react, and then flip that question around and think about resources from a domestic perspective, right? So if we think about health systems and the need to rebuild and to invest in education and other things, so where are the resources going to come from, right? Do we see, for example, an appetite for countries in Africa, and Mr. Yabi talked about governance, etc. Are African countries now ready to make these investments? And if not, how can they be assisted? And I'm also asking that question because Mrs. Biens has talked about they don't need charity, right? So how do we make this work is what I'm asking, right? Where is the money going to come from? Who's going to invest? And what is the role for a country such as Canada or maybe even other countries? Maybe I can come in on the resources just for a minute, and I'm sure my colleague has lots to say. We've we've done a lot of research on how we could better fund health systems, but we always end up coming back to the same place, which is there is a lot of capital that's raised in Africa but doesn't benefit Africa, right? Companies come in, they exploit resources, and they just take the money out. And they're not really sufficiently taxed because of international tax laws that allow them to just escape taxation, hide the money in fiscal paradise, etc. So, I think one of the key issues is looking at how our international taxation system works. And Canada can play a role in taking a strong voice about changing that, because we need to fight tax havens, and we need to ensure that international companies that are exploiting resources in Africa are paying their fair share of taxes back into the system to invest in health and education systems. There are millions and billions of dollars that could be recuperated. And we've shown that with quite clear statistics in some countries, where if we were to avoid all this tax avoidance and the flight of capital, we could actually fund the entire education system in some countries right to the end of high school. So there's one place where I think that's not all the solution, but it's one place, but that takes, international work, and it also takes strong will on the part of national governments to have better laws around how the exploitation, like resources exploitation, which often are in favor and actually the mining laws have been written by northern countries in many cases. Some countries have revised them and written their own for their own benefit, but there are still many cases where they've been written by the North for their profit. Thank you. Dr. Yabi, do you want to react to some of my comments and questions? Yes, oui, merci beaucoup. Sur la question des ressources, je crois qu'effectivement, elle est essentielle. Je vais peut-être faire trois remarques. La première, c'est qu'il y a déjà un problème
de volonté politique au niveau de la majorité des pays africains. Je rappelle que les chefs d'État et de gouvernement à l'échelle de l'Union africaine depuis 2000 ans ont pris un engagement qui s'appelle l'engagement d'Abuja et qui consistait à dire que moins 15% des budgets devraient aller à la santé. Il n'y a aucun, en tout cas en Afrique de l'Ouest, aucun pays n'atteint toujours cet objectif 20 ans après. Ceux qui s'en sont rapprochés, par exemple en Afrique de l'Ouest, c'est le Cap-Vert qui a le taux le plus élevé, autour de 12-13%, et beaucoup d'autres sont bien en deçà de 10%. Et donc, ça montre bien qu'au niveau même, voilà, au niveau de l'engagement politique, qui doit se traduire en engagement budgétaire, on a un véritable souci. Et ce n'est pas simplement une question de disponibilité des ressources, c'est aussi une question de volonté politique. Et d'une certaine manière, la crise sanitaire a bloqué pendant quelques semaines, voire quelques mois, des évacuations sanitaires. Et c'est vrai que les élites, les chefs d'État et des autorités politiques ont la capacité d'aller se soigner lorsqu'elles ont des problèmes ailleurs. Et donc, je crois que justement, une des leçons à tirer de cette crise, c'est que lorsqu'on ne travaille pas sur les systèmes de santé pour avoir une capacité minimale, ben, tout le monde peut en payer le prix, y compris ceux qui en général ont la capacité finalement de fuir l'existant et le manque de systèmes fonctionnels. La deuxième remarque, c'est sur la rationalisation dans l'utilisation des ressources disponibles. C'est-à-dire que dès lors qu'on n'a pas beaucoup de ressources, et même si on en avait, il faut évidemment limiter absolument les gaspillages et la mauvaise utilisation des ressources, travailler sur l'allocation la plus optimale possible des ressources. Et là aussi, il y a énormément de travail à faire. Il n'y a pas suffisamment d'efforts sur la prévention pour qu'à nouveau, on ait moins de malades qui ont besoin de soins de santé. Et donc, l'articulation, par exemple, entre la santé et l'éducation dans les écoles, tous les messages qu'on peut faire passer dans les écoles, il y a très peu de coordination entre les ministères de la Santé et les ministères de l'Éducation, par exemple, dans les pays de la région. On en a parlé lors de webinaires que nous organisons sur la question des systèmes de santé. Et la troisième remarque, c'est sur disons la remarque complémentaire par rapport à ce que je disais, c'est que les ressources internationales, les flux extérieurs restent importants. Mais là, le besoin de bien les utiliser et de faire en sorte que les partenaires ne viennent pas chacun financer un peu ce qu'ils veulent, alors que peut-être que le pays n'a pas besoin d'un 10e programme de lutte contre le paludisme ou contre le sida, mais il a besoin d'un investissement plus important dans le fonctionnement, par exemple, du ministère de la Santé ou la décentralisation des services. Évidemment, c'est un gros problème. Il y a beaucoup d'acteurs, des ONG, il y a beaucoup de gens dans la santé, mais on se rend compte qu'il n'y a aucun suivi, aucune traçabilité de l'efficacité de ces interventions et surtout une dépossession finalement des États de ce qui est leur obligation de penser le système et d'avoir une politique cohérente de santé. Donc la cohérence, elle peut aller de pair avec des financements extérieurs. Et la dernière remarque, c'est un peu les flux illicites. Je crois qu'on vient de le dire. On ne peut pas parler seulement de la santé sans parler de l'économie. D'ailleurs, on peut parler d'aucune question sans parler aussi de toutes les fuites financières dans la région. Il y a beaucoup de production d'or, par exemple, en Afrique de l'Ouest. On sait que la majorité est totalement, elle sort non seulement des pays, mais elle n'est pas traçable et ça ne rapporte pas non plus de ressources au gouvernement. Donc, il faut lier absolument toutes ces questions également, dont certaines sont internationales parce qu'elles engagent des acteurs internationaux. Il faut lier cela, je pense, aux besoins impératifs de réformer les systèmes de santé, d'éducation et d'avoir une vision de long terme aussi de production économique sur le continent. Merci. Je crois que vous avez tous les deux mentionné la production de vaccins. Est-ce que vous pensez que la production, il y a quelqu'un qui m'a envoyé la question, est-ce que vous pensez que la production de vaccins dans les pays africains serait une solution malgré le manque de financement? Donc, encore une fois, on fait face à, j'imagine la question revient aux ressources disponibles. Donc, pour vous deux, est-ce que vous pensez que produire des vaccins dans les pays africains pourrait résoudre le problème? Bon, peut-être, alors, je réponds peut-être rapidement sur ça. Je crois que
il faut faire attention. C'est-à-dire que oui, il y a un besoin de production de vaccins sur le continent. D'abord, ce n'est pas seulement les vaccins contre la COVID, parce qu'à nouveau, il y a beaucoup d'autres facteurs aujourd'hui dans le domaine de la santé qui sont plus importants, plus mortels que COVID. Tout le monde sait qu'en Afrique, le paludisme fait des millions de morts, et ça depuis des décennies. Il n'y a toujours pas de vaccin, il y a des avancées dans ce domaine-là. Évidemment, ça va avoir un impact prodigieux, beaucoup plus important que le vaccin contre COVID-19 en Afrique. Si un vaccin contre le paludisme, c'est évidemment des millions de vies qui pourraient être sauvées, et c'est un impact majeur également sur le plan économique. Donc, je crois que la première chose, c'est que sur ces questions de production de vaccins, il ne faut pas qu'on voit seulement COVID, mais il faut qu'on voit de manière beaucoup plus large la prévention des maladies qui sont les plus dangereuses et les plus mortelles sur le continent africain. Et l'autre élément de prudence, c'est qu'il ne faut pas simplement à nouveau se concentrer sur les vaccins et ne pas voir l'ensemble du problème, le besoin à nouveau de production locale, des équipements, des médicaments aussi, pas simplement des vaccins. Et derrière, c'est aussi des questions d'emploi, c'est des questions de recherche scientifique, c'est des questions de rapport de force finalement avec des grandes entreprises internationales. Et je crois qu'effectivement, il faut avoir une vision beaucoup plus large de la question et aussi être bien conscient qu'il y a beaucoup de petits pays où ce n'est pas nécessairement rationnel de vouloir faire de grosses unités de production. Et c'est pour ça que la question de l'intégration est extrêmement importante. Merci. Madame Oui, Bies? j'aborde un peu dans le même sens. Oui, les vaccins, mais aussi les médicaments, là. Donc, c'est une production locale de médicaments. Moi, j'ai vécu longtemps en Afrique de l'Ouest et ça m'a sidéré que tout ce que je devais acheter venait de la France tout le temps, puis ça coûtait une fortune. Donc, moi, j'avais les moyens de les acheter, mais localement, les gens n'avaient pas les moyens. Ils se rabattaient sur des choses vendues au marché, au soleil. En tout cas, on connaît qu'il y a des systèmes. Donc, c'est plus large que juste les vaccins, mais effectivement, mais ce n'est pas la seule solution. Puis, je prends l'exemple du Canada. Nous, on ne produisait pas de vaccins. Ça ne nous a pas empêché d'avoir 5 fois les nombres de vaccins qui est nécessaire. Donc, il y a un mélange de, oui, production locale, puis je pense que c'est bien dit par mon collègue. Évaluons les maladies qui touchent le plus les pays dans la zone, puis voir qu'est-ce qu'on devrait produire localement à un coût raisonnable et investir dans ça, puis la recherche et tout derrière. Mais il y a aussi la question de quand on n'a pas la production, comment on rend les médicaments disponibles à tous parce que c'est un droit. Parce qu'au Canada, on avait les moyens, ça ne nous a pas empêché d'être vaccinés. On est en train de vacciner nos enfants de 5 à 11 ans en ce moment. Donc, c'est les deux. Il y a la production locale, puis il y a aussi, c'est quoi le système de, quand il y a une crise d'ampleur comme ça, pour assurer à tous les droits fondamentaux. J'aimerais peut-être rebondir sur un point que le Dr Yabi a soulevé, notamment l'intégration. Est-ce que selon vous, vous voyez qu'il y a un réel changement avec le nouvel accord de libre-échange qui a commencé à être mis en pratique depuis le 1er janvier? Est-ce que vous pensez que c'est ça peut-être la clé du problème, c'est-à-dire qu'il doit y avoir une approche plus régionale, sinon continentale, à ce phénomène? Parce que vous avez parlé des petits pays où ça ne fait pas de sens. Donc, est-ce que vous qui êtes en Afrique en ce moment, donc vous êtes sur le terrain, est-ce que vous voyez qu'il y a un réel désir de travailler plus au niveau régional ou continental? Alors, je crois qu'effectivement, la zone de libre-échange ouvre des perspectives intéressantes et positives. Je crois que c'est très clair. Je crois qu'il c'est trop tôt pour pouvoir, en réalité, évaluer son impact. Hein. Il entre en vigueur, mais à nouveau, toute la critique fondamentale que beaucoup font à cette zone, c'est que pour échanger, il faut produire. Il faut produire déjà en Afrique beaucoup plus. Et si on veut échanger des produits, on ne va pas continuer à exporter seulement des ressources naturelles très faiblement transformées. Donc, la question de la transformation à nouveau locale des produits, des ressources naturelles, elle est essentielle pour le développement de la zone de libre-échange, pour créer une dynamique réellement intéressante au niveau du continent.
Et l'autre remarque, c'est que malheureusement, on a beaucoup de problèmes quand même sécuritaires aujourd'hui sur le continent et politiques, et on n'est pas dans un grand moment, en tout cas au niveau du leadership, on n'a pas beaucoup de messages qui sont vraiment ancrés dans l'idée de l'intégration. Même à l'échelle de l'Afrique de l'Ouest, on a finalement une perception très nationale, y compris dans la gestion de COVID et dans les réponses économiques. Il y a eu assez peu de coordination à l'échelle régionale, alors que c'est vraiment ce besoin, il est extrêmement important. Et je terminerai sur la mise en œuvre. Le problème que nous avons, ce n'est pas nécessairement d'avoir des accords comme ceux de la ZLECAf. Dans beaucoup de domaines, il y a des protocoles, il y a des accords très importants. La question, c'est la capacité de mise en œuvre. Et ça dépend vraiment des ressources humaines, ça dépend de beaucoup d'institutions où il y a à nouveau énormément de marge de manœuvre, je pense encore, pour leur amélioration. Peut-être une question pour vous deux. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé cette question qui est un peu qui rejoint un peu ce que vous avez dit et ma question d'avant aussi. Est-ce que vous travaillez pour des organisations, vous faites la recherche, vous êtes engagé. Est-ce que vous avez des suggestions ou est-ce que vous êtes en train de travailler sur des façons de peut-être améliorer la coopération entre les pays africains en matière de santé? Est-ce que vous voyez des perspectives de coopération? Ben, ce que je peux dire au niveau de l'Alliance pour le vaccin ou d'Oxfam nous-mêmes, donc, comme j'ai dit au début, on travaille, oui, à répondre aux besoins immédiats des gens dans les situations, mais on travaille aussi sur les questions de fond de changement. Et à ce titre, nos équipes locales en Afrique de l'Ouest, par exemple, vont faire des représentations à l'Union africaine sur justement les investissements en santé, des choses comme ça. Ce n'est pas nous ici qui font ça, mais ce sont nos partenaires et nos collaborateurs dans les différents pays où on travaille en collaboration. Et je pense que c'est fondamental de continuer à faire ce genre de plaidoyer, de documenter les choses puis les amener dans les instances de décision du continent. Parce que, comme disait M. Yabi, la volonté politique doit aussi venir du continent. Il y a une volonté, donc c'est ça, nous, on s'inscrit là-dedans, on appuie nos partenaires qui veulent monter des plaidoyers, puis des positions, puis aller les défendre dans les instances de décision, que ce soit au niveau local, national ou continental. Mais je pense que la volonté doit venir du milieu, là, quand même. C'est important. Je vais peut-être vous poser une dernière question, étant donné qu'on est proche de 11 heures. Vous avez tous les deux mentionné le secteur informel, qui évidemment est un secteur important en Afrique, mais en même temps, avec la COVID, on a réalisé à quel point ça peut créer des défis aussi, parce que comment on fait pour rejoindre les gens à travers les politiques ou, par exemple, on a vu des difficultés pour les gouvernements à pouvoir payer ces gens-là pendant des périodes de fermeture, etc. Donc, est-ce que vous avez réfléchi un peu à ce que ça pourrait dire dans un monde post-COVID? Est-ce qu'il y a, par exemple, un appétit à peut-être essayer de formaliser un peu plus les économies ou du moins de trouver des solutions? Parce que l'autre aspect de ça aussi, ça veut dire qu'il y a une bonne partie des secteurs manufacturiers ou agricoles qui ne sont pas taxés, en fait, en Afrique. Et donc, on revient encore une fois aux ressources, finalement. Donc, est-ce que vous êtes en train de réfléchir à ces questions ou est-ce que vous avez des suggestions à nous proposer? Oui, on a fait une série de recommandations spécifiquement sur la question de l'économie informelle. Et je dirais que la première, c'est qu'il faut arrêter peut-être de l'appeler économie informelle et reconnaître quelle est l'économie populaire et une économie aussi qui est source d'innovation. Et voir derrière l'économie informelle, voir les personnes, en fait. Voir que, en fait, on parle d'hommes et de femmes et de jeunes qui ont des capacités qui ne sont pas accompagnés, malheureusement, justement, pour se former, pour pouvoir passer à un autre niveau, à une autre échelle, et qui ont besoin à nouveau de services. Et c'est pour ça que nous, notre vision, ce n'est pas de dire il faut juste avoir une vision, on va
formaliser pour les taxer. Il faut que les États se rendent utiles. Il faut à nouveau voir derrière cette économie le besoin de formation, le besoin d'accompagnement, de stimulation, de financement et pouvoir avoir une approche beaucoup plus pragmatique qui permette justement de développer les économies sur la base de ces innovations sociales qui sont essentielles. Et je crois que ça, c'est vraiment un point clé parce que c'est aussi, d'une certaine manière, une remise en cause des politiques économiques un peu traditionnelles où on se focalise seulement sur les grandes entreprises et on ne regarde pas à nouveau la réalité que les hommes et les femmes sont, en réalité, lorsqu'ils sont outillés, ce sont les premiers créateurs de richesse. Et on a aussi proposé que, par contre, on puisse, par exemple, sur toutes les personnes qui font du travail à domicile, qui représentent beaucoup de personnes et beaucoup de femmes qui travaillent dans des maisons, par exemple, comme femmes de ménage, là aussi être très pragmatique. On peut avoir des systèmes de contractualisation très légers, très pratiques, qui permettent d'avoir un minimum de revenus, un revenu minimum, de manière à ce que ces personnes, on oublie que ces personnes ont besoin d'éduquer leurs enfants, par exemple. Donc, si vous avez un système où on maintient toujours dans la pauvreté ces femmes-là, la réalité, c'est que vous allez avoir aussi des enfants qui ne vont pas pouvoir aller à l'école, qui vont rester dans la pauvreté et compte tenu de la cadence de la démographie, ça ne va qu'accroître les problèmes majeurs de nos sociétés. Donc, je crois qu'il faut vraiment connecter la vision de la transformation de l'économie dite informelle à un besoin de repenser totalement nos sociétés et de relier l'économie, le politique et le social. Et je terminerai peut-être sur la technologie parce que c'est un élément aussi, c'est un élément positif. Je crois que ce que la crise a montré, c'est aussi une capacité d'innovation et d'adaptation très forte sur le continent. On parlait tout à l'heure du ciblage. Un pays comme le Togo, ça a même été cité dans un article du New York Times récemment, a pu cibler des populations vulnérables à travers essentiellement de l'intelligence artificielle et des outils technologiques de manière à pouvoir repérer les villages les plus démunis, etc. Et il y a beaucoup aussi d'innovations venant de jeunes qui ont réussi très vite à inventer des machines pour le lavage des mains, des masques, etc. Et je crois que c'est ça aussi la clé pour l'avenir du continent, c'est de croire vraiment à la capacité d'innovation de la jeunesse. Et je termine par ce besoin justement d'écoute de la part des gouvernants. Je crois qu'un gros problème reste au niveau de la gouvernance politique. Et sur ça aussi, il y a un besoin de continuer à passer un message très fort de changement dans ce qui est important dans la culture démocratique. J'ai ajouté un tout petit truc, juste petit, parce que je pense que mon collègue a fait un bon tour de la question. Mais quand on parle de taxation, il faut comprendre que si moi, je suis une femme qui vend au village, là, je gagne aujourd'hui ce que je mange aujourd'hui. Donc, avant de me taxer là-dessus, de un, il faudrait que mes taxes me donnent des services. Quand je n'ai pas d'électricité 9 heures par jour dans mon village, ben, je n'ai pas envie de payer des taxes. Donc, j'aborde dans le même sens. Il faut regarder le problème un peu plus global, puis voir comment ces gens peuvent continuer à faire ce qu'ils font, mais avec un appui pour mieux s'organiser, peut-être se mettre dans l'entrepreneuriat collectif avec d'autres personnes, avoir des modèles différents, parce qu'on sait que quand les gens se mettent ensemble pour un entrepreneuriat collectif, tout le monde s'en sort mieux. Donc, voir d'autres types de modèles, mais aussi donner des ressources à ces gens-là. Comme disait M. Yabi, certains font des choses très intéressantes, mais ils sont limités par leur capacité à le développer, par un manque de ressources et d'investissement de l'État. Puis la question de l'éducation. Parce que pour les femmes qui sont souvent dans ce secteur-là, c'est parce qu'elles n'ont pas eu accès à l'éducation ou à des opportunités. Donc, il faut créer aussi la possibilité de se développer soi-même, mettre à profit ses propres connaissances, parce que ce n'est pas parce que les gens manquent de connaissances ou de capacités, ils manquent de ressources, ils manquent d'accès à l'éducation. Je pense que c'est plus large que juste taxons les secteurs informels. Ce n'est pas ça, pas ça la réponse. Merci beaucoup à vous deux. Il est presque 11 heures, donc je crois que vous allez devoir nous laisser. So I will now introduce our third speaker, who is Dr. Mark Epprecht, who is an associate professor in the Department of Global Development Studies, cross-listed with History and Cultural Studies at Queen's University in Canada. He received his PhD in history from Dalhousie University, and before teaching at Queen's University, taught at the University of Zimbabwe. He's the 2006 winner of the Canadian Association of African Studies,
Joel Gregory Prize for his book Ungochani, The History of Dissident Sexuality in Southern Africa. In 2009, Dr. Epprecht was awarded the Desmond Tutu Award for outstanding contributions to the study of sexuality in Africa. He's also served on the executive, including as president of the Canadian Association of African Studies from 2016 to 2019. So I will turn things over to you now, Dr. Epprecht, for your presentation, and then we'll have a question and answer period. Over to you. Great. Merci. And it's great to be here and to share thoughts. It's ironic that the person with the least direct experience and academic background in COVID comes last. So I'm not sure I'll be able to respond to the kind of questions that we've heard already. But I will say my expertise perhaps comes from being there in South Africa when this whole thing started, and I was able to observe it unfold, and I've kept up close contact with people there in the meantime. So I think what I'd like to do is start with the good news, and then I'll go back to some of the challenges, to say the least. So on the good news, so the response of the South African government, I mean, most people were expecting the worst in terms of being able to make hard decisions in a rapid way informed by science. And that's due to the problems of governance in the country in a general way. But the decision to lock down in a very disciplined way was a great success. Most people would agree. It was much more serious a lockdown than was underway in Canada, for example, at that time. So, for example, no alcohol sales and various other aspects. So that was a surprise and a success. And further to that, you know, the expectation was in the conditions that prevail in the townships and rural areas, you know, it wouldn't be possible for this lockdown to work. But maybe there would be some kind of chaotic response or resistance, but that didn't happen. People, for the most part, collaborated in a way that gave some hope that the worst could be avoided. And as a kind of further unexpected benefits, you know, the Minister of Police described it as a crime holiday, that mortality from incidents of trauma went down. And that's largely been attributed to the ban, or the ban on alcohol sales, as you know, so noticeably decreased traffic accidents, for example, murder rate went down, and such and such. So all that was a kind of the bright side of things in the first wave. We're talking the first wave. I'd say the second good news is there was a slow start in getting the vaccines out, and all kinds of complications negotiating with the international providers, obviously. But things are going really well now. About 35% of the adult population has been fully vaccinated, and the target is to get that up to 70% by the end of the year. And it's starting to roll out to 12 to 17s, and boosters are going to be available shortly for the over 60s, etc. So that's all quite positive. They have enough right now. There are enough vaccines in the country to do the entire population. So that's great. And there is a commitment to get local production happening. Of course, the devil is in the details, so that's not there yet, but it's moving in the right direction. And the third, I'd say, on a good news, the country has rolled out all kinds of programs that I would say, you know, it's on the first world level of technological sophistication. For example, there's now a national vaccine certificate with a QR code, just kind of on par to what we have here. So that's
That's all the most impressive. There's a national data system, a very robust research ecosystem that is on top of things. So that's a great positive. And I mean, as you would expect, probably on the continent, it's head and shoulders above where its peer countries are, certainly in the region. Fourth piece of good news I'd like to say is and this came up with the last speakers, the issue of governance. There's some bright sparks there. I'm going to get negative shortly, but on the bright side, it was a very, again, I'll use the word robust, civil society has responded. And for example, there's an umbrella organization called C19 People's Coalition. It's over 400 different and very diverse civil society groups which have come together, and they're keeping the government's feet to the flames, so to speak, and they're quite active. And they speak out not just on directly related issues to the pandemic, but to indirect issues that have been inflamed. And I'll come to this more, like xenophobia has reared its ugly head. And we just saw that in the recent elections for municipal government. A number of parties had basically overtly almost Trumpian xenophobic platform. So this coalition has been very bold in challenging that. So that's a great thing. I'd say, some of the other institutions of governance are still functioning. The courts, and we just saw a recent case where one of the political parties, the African Christian Democratic Party, was trying to block the rollout of vaccines to children 12 to 17. And that went to court, and the court decided in favor of government to prevent that initiative to stop the vaccine rollout to children on ideological grounds. So, the courts are working to support science, I guess is the big point I'd say there. And also on the broader political scene, I'd say taking some positive from these last elections, just last month. No, this month, in fact. Yeah, it was that recent. Not many people voted, so that's a discouraging sign. People are sort of fed up with their politicians in the majority of cases, it seems. But those who did vote produced some interesting results, and I'll just mention one. The new mayor of Johannesburg, so by far the biggest city and industrial center, is a doctor of medicine, Black, female, young, professional, and that's really a great. And outside the morass of ANC politics that are dragging the country down, so this is a very refreshing change that's emerged in the last few days, actually. And so I'm taking those things as positive. And in terms of the broader discussion of, again, resources, one issue that it didn't make it into the latest national budget, but it was on the table, and that is the idea of a universal basic income guarantee. That, we're talking about informal workers and people who can't possibly follow the public health guidelines because of the economic scramble, would be given a monthly guaranteed income, no questions asked. And the fact that was on the table and discussed at the highest levels is really a great progress, I think. So it didn't make it into the budget this time, but down the road, that's entirely possible that it will be there. So that's on the bright side. Now I want to move to the challenges, and it's a lot of it is what we've already heard. I'll say the first bad news. So the number of cases officially acknowledged cause of death is COVID. It's around 90,000, but the real
estimate, the excess deaths caused by natural causes is, conservatively estimated at around 240 or something like that. So that's, pretty well 250,000 people. And relative to the population, if we can believe the stats coming out from the States as an honest reflection, which I know we can't, but if we do, then the South African mortality is higher than in the States on a per capita basis. So yes, I think Denise talked about it. Maybe she used the word catastrophe, referring to what's happening in South Africa, and that's certainly the case. So that's excess natural deaths, and like I said, there was a reduced rate of deaths by trauma, somewhat, but it nowhere near offsets that. And those excess deaths are going to obviously continue for years for exactly the same reasons that we see here. Deferred visits to the doctor for other reasons. So that's a bad thing. And on the, just going down my list, the economic impact has been absolutely devastating, and the effect of widening the gap between rich and poor, which was already horrendous, that's continued apace. So the official estimate of unemployment now is 45%. And among youth, it's 50, 60, 70%. So it's long-term prognosis is terrible. And then the knock-on effects, it hardly bears thinking. Like right now, there's load shedding going on. That is basically planned blackouts because the provider, 90% of the electricity comes from this parastatal, the Eskom, the giant, mostly coal burning electricity provider, and it's on the verge of bankruptcy. And part of that is, that economic activity has declined, and so its revenue is down, its costs are up, and then there's sabotage happening as well. So, this is not a direct link to COVID, but it's indirectly related. So the sabotage, I'll come to the political situation in a second, but it's coming from the disgruntled faction within ANC that was behind the basically insurrection in July, which caused unbelievable damage. So that's terrible news. So we're talking a homeless population. If we look at Cape Town, estimated 15,000 homeless, and the same or more in Johannesburg. So how are you going to deliver public health to those people? So that's a scary thought. Number 3 is on my list, and there's no necessary order of priority here, but yes, the initial lockdown seemed to be very successful, but stories have emerged increasingly about the abuse of power by the police, and that's become kind of regularized. In the name of lockdown and enforcing people to stay indoors, people were actually killed, and with impunity. And so there's a lot of fear that this culture of police brutality and unaccountability has been further entrenched. And just to say something nice about the police, I mean, they've been heavily impacted by the COVID crisis as well. Although vaccination rates are higher among the police than in the wider population, it's still nowhere near where it needs to be. And just going back to the insurrection in July, mostly in KwaZulu-Natal and places like Durban were especially hard hit. One factor that almost everyone noticed right from the beginning is like, where are the police? Here people are looting, burning, taking justice into their own hands. Where is the police? And there's all kinds of conspiracy theories that the police are on the side of the insurrectionists, and there may be some truth to that, but the kind of
the interpretation from the national level is that so many police officers were off sick because of COVID that they just were completely overwhelmed. So that's something I can say in defense. But where we are now, though, the Minister of Police just gave a talk the other day, and he used the word eye-popping to describe the resurgence of criminality in the last year. So the lockdown has been lifted, and the crime holiday is over, and the jumps in basically all major crimes, including rape and gender-based violence, are really astounding. If the Minister of Police uses the word eye-popping, then you know something is serious. So that's there. On the resources issue, I completely agree. There has to be a global resolution to some of the issues that you've talked about, you know, and in the South African case, there was a terrible example of this, and I don't remember the exact details, but the government of South Africa had a contract with a local producer of, I think it was PPE, and that company was going to deliver, but again, I might be getting this wrong. Someone, I think it was Germany, offered a higher price, and that company secretly exported those things which it had promised already. You know, that level of immorality at the in a global political economy has to be addressed. But I would add to that, yes, all these big expenses that are being loaded onto the government in South Africa, and at the local level, municipal governments are stretched to the limit. The vast majority are in effect insolvent, even before the crisis. So all this new debt is being added, and where's the money going to come from? But I would say something else has to be addressed, and maybe Gilles referred to this a bit, and it comes back to the question of governance. A lot of the money that was spent on PPE, for example, it seems to have been hoovered up in corrupt means. So yes, if you get money coming in from the international community and then it goes into the pockets of well-connected individuals, which has happened, there are multiple police investigations. It's something that's going to have to be fixed. There's also the issue, okay, still on the bad news side of things, the anti-vax movement is there, and it's particularly worrisome in terms of who's getting the vaccines now. In the age group 18 to 24, the vaccination rate is very, very low, maybe half of what it is in the older population. So, and partly that's because of social media. And a lot of stories going around, and there's evidence to support this. You know, people are getting vaccinated and they die very soon after because they already had COVID, and that then circulates. Okay, you get a vaccine and you die. So that's out there big time. I would say, and I should wrap it up. Obviously, the compassion fatigue on the side of the healthcare profession, and we've seen this in other countries in the region. It hasn't. Well, it has happened on a localized version where healthcare professionals, nurses, and even doctors go on strike. But right now, the kind of compassion fatigue seems to be manifesting itself in anger and triaging of people who haven't got the vaccination. And so that's a very worrisome development. And I'm going to end on the last thing that just popped up in the news, 2 days ago. Well, everyone was expecting a fourth wave to start, and they were hoping maybe Christmas time, but it seems to have started already this week in a kind of dramatic way. So there's a new variant that's out there. It hasn't got a name yet from the World Health Organization, but it's B1.159. And in this last week, the number of cases, particularly in the capital city, have gone up by a factor of 4. So from about 270 to well, almost 1,300 in 1 week. And it's a new variant, and we don't know anything about it, but it bodes ill. When you look at the steepness of the curve, the start of this fourth wave is steeper than any of the other ones before. So it's a big worry. If the governance and resource issues aren't solved, then well, who knows?
Thank you very much. I just want to pick up on the last point you made, which is about this new variant, which I also read about this morning. And apparently, some scientists are saying that it came from Botswana, or at least it was discovered partly in Botswana. And I guess the question that I would have for you related to this is if you have a sense of what's going on in neighboring countries to South Africa, or whether that's something that you're not fully aware of, and that's fine as well. But I was just wondering whether you had any sort of thoughts to share about what's going on in the region. Yeah, I don't know much about Botswana. I'd be surprised if they aren't on top of things, relatively speaking, you know, given their response to HIV, for example, was way ahead of the pack. But other countries in the region, for all the reasons that Gilles and Denise were talking about in the rest of Africa, are there big time. I mean, the healthcare system in Zimbabwe has been on the ropes for 20 years. And there's probably more nurses, Zimbabwean trained nurses in the UK than there are still in the public system in Zimbabwe. So I imagine the numbers are vastly understated of who is getting this. So the virus is circulating in conditions, people are living in conditions that will invariably give rise to these new and likely very much more dangerous variants. I think that's for sure. And then the one other thing I know about the region is where there's low uptake, like Namibia. Namibia is a middle income country, and it's ahead of South Africa in terms of, if you just take conventional economic measurements, but the uptake there is really low, and it's getting to the point now where the government of Namibia is going to have to destroy expired vaccines that it had. So yeah, it's that distrust of, not necessarily distrust of science, but that is there, but also distrust of government is a big issue. To what extent do you think this is related? And I guess the question here is the vaccines that are being provided to the population. So the numbers you provided for South Africa are pretty high. I mean, 35% of adults fully vaccinated. That's quite high compared to other countries across the continent. Do you have a sense of which kinds of vaccines are being given to people? Because I've seen stories about places where people, it's not so much that people don't want the vaccine, they don't trust the ones that they are receiving, right? Right. Yeah, I think South Africa is relying mostly on Pfizer and Moderna, and I think Johnson & Johnson is rolling out there. And that's the one, I think Johnson & Johnson is the one that they want to produce locally. Namibia and and Zimbabwe, I think, are heavily reliant on the Sinopharm. Sinopharm, yeah. And Sputnik, not so much. It was donated, I think, by Russia, but then there was negative evidence coming out about the possible risk of exacerbating HIV transmission. So that's a gift that has been turned away. AstraZeneca, I think, in that case, so I don't know in the region as a whole, but in South Africa, they recommended against it at a very early stage. And there again, they turned down donations that might have helped get things started faster. But yeah, it's mostly the, I think Pfizer is the main one. Okay. I have a question from someone from the audience, which is related to what was said by the two previous speakers. So given what our previous speakers have said, do you think that there are important differences in terms of the challenges that West Africa and South Africa will face in a post-COVID world? So, you know, both now, I guess it's both now and afterwards, right? Do you see significant differences, or are they pretty much the same? Because Dr. Yabi talked about governance, for example, about education, about the need to think, about having a sort of preventive as opposed to just reactive strategy, right? Among some of the things, right?
Denise talked a little bit about inequality and how we can try to capture some of the illicit financial flows and so on. Do you think that South Africa will face similar challenges, or are there others, or how do you see that? Yeah, I mean, listening to the previous speakers, I was struck by how similar things are, and it's not will face it is facing, and it actually faced these for a long time. You know, South Africa has an image of being a highly developed country, and it is in many ways. And on paper, yeah, it looks great. But when you go out to some of the rural areas, all the basic indicators are as bad or worse as you'll find in many other countries on the continent. So even I saw a study not too long ago of water, potable water in some of these villages. It was worse than you would find in rural Uganda. So yeah, I mean, so the inequality there in South Africa is so extreme and has become more extreme, and making it worse with all this political drama that's happening and the resurgent crime. A lot of the discourse is highly racialized too, right? And so the exodus of white professionals, and maybe this is one difference, that the professional class and very noticeably in the health sector are often whites, and they're paid well, but they're thinking like, man, the stress of this job, and in the context of some parties actually demonizing white people in general terms, the numbers who are leaving the country is going to have a huge impact down the road too. So that's, but otherwise, the similarities are there. Democracy, yeah, we're not there by any means, and that's going to have to be fixed. And now we've got a window between now and national elections. So these last elections had some glimmers of hope in terms of some non-ANC professional, and you might say technocratic-minded people are in positions of authority at the municipal level. But in 2 years, there's going to be the national elections, and that's going to have to bring big change, because all the conditions are there for serious civil unrest, if not a civil war. It's that bad, and so and that could happen. It could happen that things improve. So we're going to have to keep our breath held and hope for the best. I'm glad you concluded with this, because I was going to ask you about what happened after the riots and whether you would see something. As you know, there were riots at one point, looting and so on in South Africa, and then they stopped. So your prognosis about what might happen in the future is certainly not that optimistic. But let's hope that things get better. Anyway, I think it's been a really fascinating conversation with both you and the other speakers. So I want to thank you for your reflections and also what may lie ahead. Even if South Africa is as always an outlier in many respects in the region, it's still an interesting country to look at because of its importance. So with that, I will now turn things over to Sheikh Bangura for his closing remarks. Sheikh, over to you. Merci beaucoup, Semi. I would like to join Semi in thanking our speakers for these excellent presentations. I wish you all the very best of health and a good start to the weekend. I believe that many of us will certainly cross the border to have a second Thanksgiving of the year in the US. Je me joins au professeur Sami pour remercier nos intervenants. Je vous souhaite à tous excellente santé et un bon début de fin de semaine. See you soon with more sessions from the Africa Study Group. Thank you so much, Sami, for your excellent moderation. And we will continue our cooperation between the Africa Study Group and the IFCIA.
thank you so much. I'm always grateful for your moderation. Have a nice day, and that's all for today. Bye-bye. All right. Thanks for inviting me. It was great. Yeah. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye.